Bonjour à toutes. Alors je vous laisse tranquillement arriver sur le live avant de commencer. Pour les personnes qui regarderont ce live en replay, eh bien ils pourront un petit peu avancer. Salut Céline. Bonjour Christine. Bonjour Nelly. Alors, hop. Mince. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un peu comment ça va. Alors déjà, est-ce que la vidéo, est-ce que le son, alors j'essaie de changer les paramètres là, c'est pas facile. Ah, c'est bon. Est-ce que le son est relativement bon pour le moment, sachant qu'on va être en duo après, donc je sais que ça va un petit peu changer. Est-ce que l'image est pas trop mal? Bonjour à toutes. Je vois que vous êtes, j'ai l'impression que le sujet du jour vous intéresse. Bonjour Naya Rose, bonjour Agnès, bonjour Mazou, bonjour Lilouala. J'arrive jamais à dire ton pseudo, je suis désolée, il est très joli, oui, j'arrive pas à le dire. Le son est très bien, ok, parfait. Bonjour Lucie, bonjour Home Yoga, parfait, merci de me faire une régie au top. Alors Nelly, tu es en forme. Bah écoute, tant mieux. C'est vrai que là, en ce beau temps et début de mois de juin, on commence à sentir un peu la fin du tunnel. Ça fait du bien. Alors, je vous laisse tranquillement arriver. Coucou Lucie. Alors, c'est Lilou, oh là là. Ah oui, vu comme ça, c'est... Ah oui, Lilou, oh là là. Ah, c'est sympa, c'est drôle. Parfois, tu m'expliques d'où vient ce pseudo. Alors, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis très contente de faire ce live. Bonjour Sylvie. Je suis très contente de vous retrouver une nouvelle fois sur un live. Cette fois-ci, ce sera un live en duo. Donc, j'ai le plaisir, bientôt en duo d'ailleurs, d'inviter sur le live Céline du compte As Naturo. Je la laisserai se présenter. De toute façon, elle sera la plus à même à se présenter. Je l'ai déjà invitée sur le live. C'était plus pour un sujet autour de la reconversion professionnelle en naturopathie. On avait aussi évoqué, si mes souvenirs sont bons, la notion un peu de stress aussi, de burn-out, même, parce que c'est souvent un petit peu lié avec la reconversion professionnelle. Déjà, des fois, c'est quand on fait un burn-out que plein de choses se remettent en place dans notre cerveau. Mais là, on va discuter d'un autre sujet, à savoir l'alimentation émotionnelle. Donc, bon, pour être honnête, je n'ai pas forcément travaillé de mon côté le sujet. Je ne sais pas si Céline l'aura fait. J'ai des choses à partager, mais là, le but, c'est que ce soit une discussion entre nous deux. Alors, pourquoi j'ai voulu inviter Céline en particulier ? Et après, elle pourra nous expliquer un peu plus en détail. Mais si mes souvenirs sont bons, parce qu'on discute assez souvent en privé entre nous. Donc, Céline est en formation en naturopathie. Elle a déjà bien avancé son cursus. Et je sais que, il me semble à l'époque en tout cas, qu'elle voulait réaliser son mémoire sur le sujet de l'alimentation émotionnelle. Donc, je trouvais intéressant de l'inviter sur le live pour qu'elle puisse aussi nous partager un petit peu pourquoi ce sujet en particulier. Et puis, qu'est-ce que toutes ces recherches, j'imagine qu'elle a fait plein de recherches à ce sujet pour faire son mémoire. Donc, voilà, je trouvais intéressant de l'inviter pour partager un peu nos points de vue et nos discussions et nos expériences. Alors, bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Kali Belza, fan de tri. Oui, effectivement, Nelly, le beau temps, ça met de bonne humeur. Je suis d'accord avec toi. Je vais pas attarder, sans plus tarder, je vais inviter. Donc, je sais pas si tu as déjà commencé. Alors, j'invite Céline à nous rejoindre. Comme on va passer en duo, n'hésitez pas à nous dire si le son et l'image sont toujours OK, parce que quand on passe en duo, ça change un peu. Salut Céline. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, merci.
Du coup, toi, tu m'entends bien, c'est bon? Oui, je t'entends bien. Le son a changé quand je suis arrivée, Ouais. mais je t'entends Ouais. Le son change tout le temps quand on passe en duo, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si aussi des fois il peut y avoir un décalage et le décalage, on l'a pas nous. Les deux personnes qui sont en live ne le voient pas forcément. Il y a que les personnes qui regardent qui peuvent percevoir un décalage. Donc n'hésitez pas à nous dire parce que si on commence à parler en décalé, c'est jamais très agréable et auquel cas on recommencera le live. Enfin, on le relancera. Bon bah écoute, merci. Alors Nelly qui nous dit coucou, le son est ok, parfait. Bon bah écoute, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu qui tu es, Céline. D'abord, avant tout, je tiens à te remercier de revenir sur le live. Je bien. sais que Merci de m'inviter. c'est pas forcément très facile pour toi, ça l'est pour personne d'ailleurs. Hein, ne t'inquiète pas. Mais je sais que ça va très bien se passer. En tout cas, c'était très bien passé la première fois. Donc, euh, donc voilà. Alors, dis-nous un petit peu qui tu es, Céline. Alors, je suis Céline. Là, je suis en formation en naturopathie et bientôt en formation yoga. Donc, en reconversion professionnelle pour faire ces deux métiers. Et j'ai encore mon boulot en CDI, là, à temps plein encore. Donc, euh, donc voilà. Tu fais aussi un gros travail sur les réseaux, donc j'imagine que ça te prend quand même pas mal de temps tout Oui, ça. aussi. T'as plusieurs vies, ouais. Oui, voilà, j'ai une double, triple vie même. Le yoga, le boulot, Instagram. Enfin, Instagram, ça fait partie de la reconversion, mais ça prend du temps. Ouais, Rédiger les posts, le contenu, tout ça. ouais. Ouais, ça prend du temps, surtout quand c'est Mm. un petit peu le début, qu'on doit apprendre un peu tout. C'est toujours plus enfin, il y a toujours plus de labeur en fait au départ. Quand ça devient un peu plus automatique, on peut s'alléger, mais c'est jamais simple au départ. Ouais. Mais après, j'aime bien, donc ça me plaît. Et puis, je fais des belles rencontres qui sont dans le Mhm. live d'ailleurs. Je les vois passer. Ouais, ouais, on voit des personnes que c'est effectivement Instagram sert à faire de belles Ouais. rencontres également, ouais, effectivement. On a ouais, en plus ça interagit bien. En tout cas, d'ailleurs, en parlant d'interaction, comme on va parler d'un sujet très spécifique, n'hésitez pas à nous poser des questions. Il me semble que maintenant c'est assez nouveau. Il y a une petite bulle de questions. Utilisez-la en bas de votre écran ou en haut. Normalement, c'est en bas. Posez-nous vos questions au sujet de l'alimentation émotionnelle. Vous pouvez aussi nous partager vos expériences. Ça viendra d'autant plus enrichir le live. Donc n'hésitez pas. Salut Louise. Alors du coup, justement, Céline, comme je le disais avant de t'inviter sur le live, c'est vrai que je voulais discuter avec toi un petit peu du sujet de l'alimentation émotionnelle, notamment ton choix, si c'est toujours le cas, de faire ton mémoire de naturopathe, de futur naturopathe à ce sujet. Avant de poser la question sur pourquoi tu as choisi ce sujet, j'imagine que c'est en lien un petit peu peut-être avec ton expérience personnelle. Ouais. Raconte-nous un petit peu, toi, comment tu vis ou comment tu as vécu l'alimentation, ta relation en fait avec ton assiette. Alors moi, je suis une bonne mangeuse. J'adore manger. Et c'est vrai que, enfin, C'est une bonne maladie, hein. c'est une bonne, C'est une bonne maladie. une Voilà, je bonne sais un petit maladie, peu. une bonne addiction. En fait, le terme alimentation émotionnelle, finalement, on le connaît depuis peu de temps et on se rend pas forcément compte que c'est de l'alimentation émotionnelle jusqu'à ce qu'on en prenne connaissance. Et en fait, on va dire, j'ai toujours aimé manger et manger de tout. Ça, par contre, je suis pas difficile. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de régimes parce que je suis de nature mince, mais j'ai fait comme beaucoup de monde des yo-yo et voilà. Et souvent c'est lié aux émotions. Et du coup, j'ai fait plusieurs régimes. Et voilà, le problème des régimes, c'est que voilà, on perd et puis on reprend, on est frustré, tout ça. Enfin, c'est pas du tout un bon rapport à l'alimentation. Et et du coup, quand j'ai découvert l'alimentation émotionnelle, forcément, ça m'a parlé. L'année dernière, j'avais fait le programme de Monde Banane. D'ailleurs, il en a ressorti un en version printemps là cette année. Enfin, c'est là. Et ça m'a pas mal aidé. En fait, ça m'a beaucoup aidé sur justement le fait de se reconnecter à ces sensations de faim. Et et en voyant autour de moi, ça concerne quand même beaucoup de gens l'alimentation émotionnelle. On est beaucoup à avoir un problème avec l'assiette, le rapport à l'alimentation.
Et du coup, bah, pour l'instant, c'est pas encore validé le mémoire, enfin le sujet de mémoire, mais bon, c'est toujours mon idée. Et, euh, et voilà. Donc j'ai d'abord testé sur moi, et voilà. Et enfin, c'est quelque chose qui me parle et que j'aimerais pouvoir mettre en place pour mon mémoire et aider justement quelques personnes Hmm. à travers mon mémoire à ce sujet pour réconcilier les gens avec leur assiette et l'alimentation de manière générale. Ouais, c'est vrai que moi je le vois aussi beaucoup. Alors moi aussi, hein, c'est personnellement ça m'a touché, ça me touche tout le temps. De toute façon, je pense que ça touche de toute façon à peu près tout le monde et un peu tout le temps en fait, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Et même quand on en a conscience, c'est pas parce qu'on a conscience que l'alimentation, ou en tout cas qu'on a mis un terme sur ce comportement vis-à-vis de la nourriture, qu'on n'est plus sujet à l'alimentation émotionnelle. Ça touche tout le monde dans le sens où de base, tout être humain ressent des émotions. Et en plus, généralement, on a du mal aussi à vraiment vivre nos émotions, à les accueillir. On va plutôt dans le rejet ou dans le déni. Et derrière, eh ben, en fait, le doudou que l'on prend pour se consoler, eh ben, c'est souvent l'alimentation, parce que dès notre plus jeune âge, l'alimentation a été étiquetée comme étant quelque chose une récompense en fait et un plaisir. Moi, j'aime bien reprendre toujours l'exemple, les fameuses expressions que l'on entend. Alors, je ne sais pas si tu l'as entendu ou si ça résonnera chez d'autres personnes, mais si tu finis pas ton plat, tu n'auras pas de dessert. Ou tu as été sage, j'ai fait un gâteau. Ou tiens, un peu d'argent pour aller acheter des bonbons, des choses comme ça. Donc forcément, de manière inconsciente, mais très ancrée, parce que en plus, ce sont des choses que l'on entend dès notre plus jeune âge, là où on est vraiment malléable, on va dire. Eh bien, on associe l'alimentation à une forme de récompense et de plaisir. Qui plus est, derrière, on sait aussi la relation, en tout cas l'impact du sucre sur notre cerveau. Donc forcément, on explique très bien aussi pourquoi on tend à développer ce type de relation avec notre assiette. Donc voilà, je pense que c'est important de dire aussi que c'est pas une maladie, c'est pas irréversible non plus, et ça touche en fait tout le monde, j'ai envie de dire. Après, le principal, c'est effectivement de comprendre ce que c'est pour en avoir conscience quand on sent que l'on mange pour répondre à ce type d'émotion, en fait, à ces émotions, ou alors on mange pour répondre plutôt à des besoins physiologiques. Et une fois qu'on en a conscience, derrière, eh ben, on est plus. Bon, déjà, je pense que derrière, ça diminue amplement aussi peut-être la culpabilité que l'on peut ressentir quand on craque entre guillemets. Alors, il y a Christine qui nous dit quand on a quelque chose à fêter, on se fait un bon repas, et quand on est triste, on se fait aussi un bon repas pour se faire du bien. Oui, en fait, il y a plein d'occasions. Il y a plein d'occasions. En fait, on peut trouver plein d'excuses pour manger alors qu'on n'a pas forcément faim, effectivement, sans avoir faim. Il y a l'ennui, la colère, la tristesse. J'avais tout noté. La tristesse, colère, ennui, les émotions négatives souvent. Et quand on est content aussi, on fait de ça. Ouais. Ouais. Mais c'est souvent quand même lié à l'émotion négative quand même, je trouve. Ouais. En fait, alors c'est vrai que au-delà des émotions négatives, parce que je pense que toute émotion, en fait, après c'est mon point de vue, hein, et c'est complètement discutable, mais c'est vrai que émotion négative, ça veut dire c'est pas bien de ressentir ce type d'émotion-là. Typiquement, on va y mettre la colère, la tristesse, la nostalgie, la peur. Or, toute émotion, pour moi, est bonne à vivre. Par contre, effectivement, il y en a qui sont plus ou moins agréables. Voilà. Mais si on doit ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur, de la nostalgie, c'est qu'il y a une raison, et c'est qu'on doit justement les accueillir, les vivre pour répondre à une situation. Et justement, c'est en les accueillant vraiment que derrière, on peut éviter peut-être des craquages pour combler en fait ces émotions-là. Alors, effectivement, ça fait réagir. Alors, nous avons souvent les émotions négatives. Oui, on a tendance au craquage, tout à fait, craquage alimentaire. Alors, craquage alimentaire, après, effectivement, il y a d'autres types de comportements émotionnels. J'en parlais lors de mon précédent live la semaine dernière, mais on peut aussi, maintenant j'appelle les réseaux socio-émotionnels, en fait.
quand on s'ennuie. Il y a aussi le manque de motivation, des fois qui peut amener à, on est un peu manque de motivation dans sa vie, manque de sens. On est un peu une sorte de déprime légère, hein, pas forcément un burn-out ou une anxiété, mais voilà, on perd le sens un peu qu'on a dans sa vie. On sait pas trop où on est. Eh bien, on va se réfugier dans la nourriture. Et des fois, ça peut être aussi les réseaux sociaux, comme ça peut être aussi d'autres types d'addictions d'ailleurs. Là, on parle d'alimentation, mais ça peut être aussi la même chose pour les fumeurs, les personnes qui se réfugient plus dans l'alcool ou dans d'autres types d'addictions médicamenteuses, par exemple. Mais bon, là, on va rester sur l'alimentation. Le plus dur, c'est d'y résister. Alors justement, alors moi, j'ai des choses. J'avais d'autres questions, mais on va rebondir sur ça. À ton avis, toi, Céline, est-ce qu'il faut résister à l'alimentation émotionnelle? Alors, pas toujours. Des fois oui, des fois non. En fait, des fois, c'est tellement fort que, en fait, faut vivre justement l'émotion et pas se frustrer et donc manger en fonction. Et d'autres fois, se poser la question, est-ce que, en fait, là maintenant, même si on en sort, je pense, jamais vraiment de l'alimentation émotionnelle, juste je sais le reconnaître. Je sais que dans telle situation, là, ça va être de l'alimentation émotionnelle. Donc au moins, j'en ai conscience. Ça m'empêche pas de justement craquer et de manger avec mes émotions, mais je le sais. Et par contre, la différence, c'est que maintenant, je ne culpabilise plus. Voilà. Ouais. Et du coup, le fait de ne plus culpabiliser, ça emmène quoi derrière pour toi? Qu'est-ce que ça engendre? Bah, ça engendre rien de négatif déjà. Et en fait, oui, j'accepte. Je me dis, bah, à tel moment, j'en avais besoin. Je me suis fait plaisir. Je vois le plaisir en fait. Je vois pas la culpabilité derrière. Et avant, j'avais tout un tas de phrases dans ma tête. Oh, j'aurais pas dû. J'ai mangé ça, c'est mal, c'est pas bien. Je vais le regretter ou faut compenser. Et maintenant, plus du tout. Par contre, j'assume et puis voilà. Je pense qu'effectivement, c'est un bon moyen de sortir de ce cercle vicieux parce qu'au final, si on résiste derrière, on peut craquer, on va culpabiliser, on va se sentir frustré, on va peut-être se sentir même en colère ou triste envers nous-mêmes. Et finalement, ce sont encore des types d'émotions qu'on va vouloir combler. Donc en fait, on ne fait qu'alimenter ce cercle vicieux. Après, ce qui est important, effectivement, comme tu le disais, c'est de savoir reconnaître quand est-ce que l'on mange ou qu'on on a envie de manger pour combler des émotions, pour soit après prendre la décision de effectivement, en toute honnêteté et transparence avec soi-même, eh bien on décide oui de prendre ce carré de chocolat, de prendre ce gâteau qui nous fait plaisir, etc. alors qu'on n'a pas faim. Mais le faire en tout état de conscience derrière permet de ne pas se sentir coupable et au contraire de profiter vraiment de cette source de plaisir que l'on s'offre. Après, il y a aussi des situations où on va se dire, parce que potentiellement, on va se poser la question du pourquoi en fait. Et pourquoi, et c'est là que c'est intéressant de venir creuser, soi-même parce qu'on a réussi à avoir plein d'informations et à se documenter sur le sujet, à se sensibiliser, soit après accompagné justement de thérapeutes, praticiens, ou voilà, de type n'importe quelle personne que l'on peut choisir et qui s'est peut-être spécialisée dans le sujet, qui pourrait nous aider. Pour essayer justement de trouver les sources originelles, la cause de la cause, l'approche causale que l'on a par exemple en naturopathie, de savoir pourquoi c'est récurrent, pourquoi on craque souvent sur l'alimentation, pourquoi on a cette alimentation émotionnelle qui est bien ancrée dans nos habitudes, pour essayer de tout simplement de comprendre, pas tant dans un premier temps d'arrêter de craquer, mais juste pour comprendre pourquoi en fait. Et des fois de comprendre pourquoi on se rend compte que il y a d'autres types de façons, d'autres manières de répondre à ces émotions-là que l'alimentation. Et des fois ça peut être rassurant. Et je pense juste qu'il peut être intéressant de dire, c'est que souvent moi j'ai la question de en fait comment je sais si je souffre entre guillemets, même si c'est pas une maladie, hein, attention, d'alimentation émotionnelle. En fait, alors selon moi, la seule façon de le faire, c'est que la seule façon de savoir, c'est que si on ne mange pas par faim, c'est que généralement on est dans un cas d'alimentation émotionnelle. Et après, la question qui vient à se poser, c'est qu'est-ce que la faim physiologique? Qu'est-ce que la faim émotionnelle versus la faim physiologique?
Donc, une fois qu'on sait reconnaître les signaux de notre corps qui nous communiquent une vraie faim physiologique, à savoir qu'on a vraiment besoin d'un carburant, donc de l'alimentation pour continuer à vivre, à réfléchir, à bouger, etc. Eh bien, une fois qu'on connaît ça, on sait si quand on a envie de manger, c'est par faim ou par faim émotionnelle ou par faim physiologique. Alors, je regarde en même temps s'il y a des commentaires. Bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, c'est pas facile. Non. Alors, du coup, j'ai une petite question parce que tu as parlé d'un programme il y a au tout début du live. Programme, alors, Mangue Banane? Non, c'était pas ça. Oui, c'est ça. Oui, Mangue Jérémy du compte Mangue Banane. Oui. D'accord. Qui est diététique. D'accord. Et c'est quoi ce programme exactement? Comment il se déroule? Alors, c'est un programme sur 3 semaines avec des repas types et pourtant, il n'est pas du genre à dire il faut manger ça, 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 mais c'est plus pour se reconnecter aux sensations de faim. Il y avait des repas qui étaient plus ou moins légers justement pour qu'on ait faim après et qu'on culpabilise pas. Il avait mis les féculents le soir pour montrer que les féculents, c'est pas à diaboliser. Et il y avait il y avait du développement personnel, il y avait des séances d'hypnose, méditation et tout un module sur justement ce qu'est l'alimentation émotionnelle et différencier les différents types de faim. La faim physiologique, la faim émotionnelle, et il avait parlé aussi de la faim hédonique. Oui. L'odeur de croissant dans une boulangerie, je me souviens. Voilà. Ouais. Et du coup, la faim hédonique, comment il explique vraiment? C'est quoi Justement, il l'explique en disant c'est l'odeur. En fait, on n'a pas faim. C'est l'odeur vraiment de quelque chose qui nous donne envie. Et c'est pas forcément émotionnel. Et l'exemple qu'il donne justement, c'était le passer devant une boulangerie, avoir l'odeur du croissant. On n'a pas faim. On n'est pas forcément dans une émotion de tristesse, colère ou autre. Et on a juste envie de manger le croissant parce que c'est l'odeur qui nous donne envie. C'est l'odeur et c'est les souvenirs. Vous voyez, les souvenirs qui nous reviennent face à cette odeur. Le croissant chaud que je mangeais le dimanche matin quand j'étais petite chez mes parents, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, j'ai vu qu'il y a une question. La faim émotionnelle. Alors, la faim émotionnelle peut-elle se transformer en vrai trouble? Je vois pas toute la question. En vrai trouble alimentaire. Ah oui. La faim émotionnelle. Alors, justement, je peux parler de juste mon expérience très rapidement. Moi, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant plusieurs années. Je me suis toujours dit que j'étais on m'a décelé entre guillemets le trouble du comportement alimentaire en disant que j'étais anorexique, donc une anorexie mentale. Or, avec un travail derrière de réflexion sur mon histoire, etc., de plusieurs années, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas devenue anorexique comme ça, mais c'est d'abord passé par une phase de boulimie, donc un autre trouble du comportement alimentaire. Et cette boulimie-là m'avait même, en fait, n'était pas née comme ça, elle était plutôt née d'une alimentation émotionnelle. Et en fait, j'avais essayé de combler des émotions de mon enfance par l'alimentation, qui a perduré, qui est devenue beaucoup plus excessive et imposante dans ma vie, qui est donc transformée en de la boulimie, plutôt de l'hyperphagie, donc la boulimie non vomitive. Et ensuite derrière, parce que derrière il y a eu des conséquences sur mon corps que je n'ai pas acceptées, je suis passée dans l'extrême inverse de l'anorexie. Donc les différentes phases en fait. Donc moi, à mon sens, l'alimentation émotionnelle n'induit pas forcément des troubles du comportement alimentaire. Ça dépend vraiment de l'aspect, on va dire, psychologique de la personne et de son contexte. Par contre, oui, ça peut être un signe. Ça peut en tout cas être un signe évocateur où, moi j'ai envie de dire, ça veut dire qu'il y a peut-être un terrain fragile et il faut faire attention. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi, Céline? Moi, je dirais que l'alimentation l'alimentation émotionnelle en elle-même n'est pas un trouble du comportement alimentaire, mais en effet, ça peut engendrer soit anorexie, boulimie ou hyperphagie, qui est un peu moins connue, mais qui est quand même finalement c'est pas mal répandu, quoi.
Ouais. Et c'est vrai que c'est même difficile de différencier alimentation émotionnelle et hyperphagie parce que je trouve que ça se rejoint pas mal quand même. Mm. Oui, alors je pense que la source vient peut-être un peu de la même chose que quand quand on a un trouble du comportement alimentaire, c'est parce que derrière il y a des émotions quoi qu'il arrive. On compense des choses. C'est juste que l'alimentation émotionnelle, pour moi, c'est un stade vraiment primaire. C'est je vais craquer sur un gâteau parce que je n'ai pas faim et parce que je suis triste ou parce que je suis heureuse, par exemple. Euh, Par contre, derrière, on peut développer des troubles du comportement alimentaire de type boulimie ou hyperphagie, parce que là, c'est récurrent, c'est sous forme de crise, et des crises qui sont importantes, notamment l'hyperphagie. On craque pas sur un gâteau, on craque sur la boulangerie en entier. Surtout, ouais. C'est aussi ça, en fait. Et c'est la régularité des crises aussi, voire même d'ailleurs la régularité des conséquences négatives que l'on s'inflige pour nous flageller, en fait. Voilà. Donc c'est pour moi, voilà, les causes peuvent être un peu similaires. Forcément, de toute façon, derrière les TCA, il y a des émotions, c'est sûr, voilà, c'est certain. Mais voilà, il y a je pense, des grades différents et l'alimentation émotionnelle, pour moi, effectivement, n'est pas à l'instant T de l'alimentation émotionnelle, n'est pas un TCA. Par contre, comme tu disais, ça peut, enfin voilà, faut faire attention, faut en prendre conscience, faut connaître, et puis derrière, faut essayer de comprendre pourquoi on a tendance à craquer sur l'aliment pour combler les émotions. Après, il y a un autre type je trouve, d'alimentation émotionnelle, c'est pas fort, je sais pas finalement si ça en fait partie, mais c'est le fait de toujours penser au repas d'après ou à compenser. Donc, on n'est pas dans l'émotion en elle-même, mais on va se dire, là, j'ai craqué justement sur ça, où j'ai fait un gros repas, donc ce soir, soupe ou salade, ou alors demain, je vais faire du sport. Pour moi, ça reste de l'alimentation émotionnelle, même si on n'est pas sous le coup de l'émotion même tout de suite, en fait. En fait, c'est une sorte de culpabilité Oui, que l'on développe. On vient compenser un acte. C'est un peu, alors encore une fois, un grade en dessous, mais c'est un peu comme la boulimie. Je craque et pour compenser, je vomis. oui, oui, c'est vrai. Mm. Donc, en fait, il y a une sorte en fait, à partir du moment où on ne fait pas appel à son intuition, pour moi, on est dans une forme de restriction et de contrôle. Mm. Alors, oui, après, c'est aussi naturel. En général, on va essayer, en fait, en plus, quand on commence à s'intéresser à l'alimentation dite saine, équilibrée, etc., on va aussi penser macro et on va penser équilibre alimentaire dans son ensemble. Donc, en fonction de ce que j'ai mangé le midi, effectivement, je vais essayer, ne serait-ce que pas pour une question de calories, mais plus pour une question d'équilibre alimentaire. Si j'ai mangé steak frites le midi, que ce soit un steak frites ou le poisson riz, il manquait peut-être des légumes. Pour ma santé, je vais essayer de compenser le soir avec plus de légumes. Donc voilà, après, je pense que c'est une question aussi, c'est surtout ce que les comportements que l'on a engendrent en nous. C'est là que c'est intéressant et c'est important d'essayer d'observer au maximum comment on se ressent, tout simplement. Parce que si jamais le fait de manger des légumes le soir, ça nous évoque et ça nous induit de la frustration, un manque de plaisir, et puis derrière, du coup, va donner lieu à un craquage parce qu'en fait, on n'est tout simplement pas satisfaite de notre repas du soir qui était juste des légumes. Ou alors, est-ce que le fait de manger des légumes le soir, moi, ça me met en joie parce que je sais que je vais équilibrer ma journée et que je vais aussi prendre du plaisir à manger mes légumes le soir. En fait, c'est l'état d'esprit dans lequel on est, je pense, qui fait toute la différence au-delà de l'acte en lui-même, en fait. Mais oui, les frontières sont très fines, en fait. Mais encore une fois, tout est une question de pourquoi on fait les choses et comment on se ressent. Mais si on écoute finalement notre faim, quand on a fait un gros repas, voire steak frites, le soir, logiquement, on a envie de quelque chose de plus léger. Et c'est pas une contrainte, c'est juste que la faim nous guide vers quelque chose de plus léger. Voilà, exactement. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on compensera voilà, j'aime pas dire ça, mais on verra le lendemain et puis on aura envie de plus léger le lendemain. Exactement. Normalement, effectivement, le corps fait que de toute façon, des repas qui sont copieux et lourds, la digestion sera beaucoup plus lente, un peu plus compliquée, c'est vrai. Donc, naturellement, on aura moins faim le soir, on mangera certainement moins en quantité, sauf si on a fait un marathon dans l'après-midi et que du coup, on a dépensé tout ce qu'on avait mangé le midi, auquel cas, on aura vraiment faim. Mais on aura aussi naturellement envie de choses beaucoup plus rafraîchissantes, beaucoup plus vitalisantes, etc. Sauf si on
culpabilise du repas du midi. Parce que là, du coup, on tombe dans une émotion, alors pas négative, mais désagréable, de frustration et de culpabilité. Et là, clairement, c'est l'alimentation émotionnelle qui revient et on vient compenser cette émotion-là par peut-être un repas le soir qui sera tout aussi copieux, voire même plus que le midi. Et en plus, on va encore d'autant plus culpabiliser parce que derrière, on aura fait 2 repas à la suite. Donc, je vais en perdre mes écouteurs tellement que je suis à fond. Donc en fait, c'est vrai que le fait d'assumer nos choix et de prendre plaisir à prendre ce steak frites le midi, et derrière, normalement, naturellement, ça coulera de source. Je mets mes propos entre guillemets parce que quand on est vraiment dans le creux de la vague du TCA, ça marche pas vraiment comme ça. Voilà, c'est plus compliqué encore que ça. Alors, Nelly, je pense qu'il faut comprendre pourquoi on a besoin de combler par la nourriture et faire la différence entre la faim et l'envie de manger pour combler une émotion. Exactement. Christine, aussi, ça peut être la récurrence à réagir à ses émotions. Ça peut être la récurrence à réagir à ses émotions. Alors, Christine, je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si Céline t'a compris. Si tu peux Christine, nous réexpliquer. Alors, ah là là, c'est pas très pratique. Que ça revienne souvent, je pense. Le fait, le côté récurrent, que ça revienne souvent. Et en gros, quand on est trop dans les émotions, trop souvent, et du coup, on a du mal peut-être à se réguler, à les écouter. Ouais. Après, du coup, il faut essayer de faire appel à différentes techniques pour essayer d'accueillir, vraiment vivre ses émotions. Donc, il y en a plusieurs. On entend beaucoup parler de comment faire pour mieux accueillir ses émotions. Il y a le journaling, il y a les méditations, il y a le fait déjà tout simplement de prendre un peu plus de temps pour soi, parce que finalement, quand on est toujours dans l'action, on prend tout simplement pas le temps en fait de savoir comment on se sent. Et en fait, on fait les choses de manière automatique. Et on va manger d'ailleurs de manière automatique parce qu'il est midi, alors qu'on n'a pas faim. Ça, j'ai mis des petites notes et ça, je l'avais justement noté. En tout cas, j'ai changé par rapport à ça. C'est je mange plus parce qu'il est midi, je mange pas parce que si j'ai pas faim le soir, je vais pas manger le soir. Si j'ai envie de manger comme un petit déjeuner le soir, je vais manger un petit déjeuner le soir. Et on n'est plus justement dans comme des injonctions. Il est midi, il faut manger. Alors c'est sûr que quand on est au bureau, on a des heures pour manger, ou quand on est en famille ou avec des gens. Ouais. Mais au maximum d'essayer de se reconnecter vraiment avec sa faim. Et moi, en étant souvent en télétravail, c'est vrai que je peux manger à 15h, 15-16 heures l'après-midi, ne pas manger le soir ou manger à 11 heures le petit-déj. En fait, il y a plus de règles. Mais c'est un peu l'avantage du télétravail. Alors d'autres personnes, au contraire, ça a été beaucoup plus je craque parce que je travaille à côté de mes placards. Mais en tout cas, le télétravail a été et encore une opportunité à se libérer, comme tu dis, des injonctions sociétales, des horaires imposés par notre employeur, etc. Et se dire, je suis chez moi, je mange quand j'ai faim. Alors, non pas quand mon placard est ouvert et que mes enfants sont en train de manger des gâteaux parce qu'il est 16 heures, mais parce que est-ce que j'ai faim ou non. Après, effectivement, quand on revient dans la réalité, honnêtement, moi, on peut dire, oui, c'est facile, toi, t'es à ton compte, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Oui, mais moi, j'étais aussi salariée pendant plusieurs années, alors pas au début, parce qu'au départ, pareil, je n'étais pas consciente de tout ça. Mais après, j'emmenais mon petit déjeuner, j'avais pas faim avant de partir, j'emmenais mon petit déjeuner et je mangeais au bureau. Le déjeuner, pareil, je le mangeais quand j'avais faim, ou si j'avais pas faim, ou plus tard. Après, ça dépend aussi du travail. Il y a des personnes qui ont des plages horaires très strictes et en dehors de ça, elles n'ont pas l'opportunité de manger. Mais après, encore une fois, c'est une question de mesure et de se dire, il y a des moments dans la semaine où c'est peut-être plus ou moins compliqué de faire appel à son intuition dans l'alimentation. Mais en tout cas, c'est quand même faisable d'essayer de se reconnecter, notamment le matin et le soir déjà, par exemple. Pareil, je me permets de insister sur ça parce que souvent on peut avoir des personnes qui sont sujettes au TCA qui viennent s'intéresser à l'alimentation émotionnelle. Donc, pour les personnes qui sont sujettes à un TCA ou qui l'ont été, ou plutôt qui le sont encore, le fait de se reconnecter à son intuition et de ne manger que lorsqu'on a faim,
ce n'est pas un conseil que je pourrais partager. Pourquoi? Parce que quand on est vraiment en train de vivre un TCA, on n'a plus de sensation, on n'a plus faim, on n'a plus faim en fait. Et donc forcément, si on écoute sa faim, et ben on mange plus, tout simplement. Et on se dit, mais si je comprends pas, de toute façon, je fais du bien à mon corps, je ne mange pas, j'ai pas faim, je suis en comportement intuitif, c'est tout ce qu'on me dit de faire, c'est top. Mais non, parce que quand on n'a plus de sensation, derrière, ça peut être dangereux pour le coup de ne pas se nourrir, et surtout qu'après, on peut avoir des pertes de poids et des carences très importantes, des carences qui vont elles-mêmes engendrer une instabilité émotionnelle. Donc, c'est important quand on est vraiment dans une guérison d'un TCA de s'imposer pour le coup des prises alimentaires, même si on n'a pas faim. Voilà. Voilà, là c'est un conseil général, encore une fois, ne le prenez pas au pied de la lettre, je ne connais pas votre situation si c'est le cas, mais je préfère quand même insister sur ça. Alors, Christine, je suis d'accord pour l'hyperphagie, écouter son corps, tout à fait. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Agnès qui nous dit craquage le soir compulsif, comment y remédier? Alors, comment tu fais toi? Est-ce que ça t'arrive, Céline, les craquages le soir? Pas spécialement, non. Non. C'est plutôt dans la journée, quand je suis chez moi, là ça peut arriver. Mais le soir, non. J'ai pas. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es face à un craquage? Alors soit je le fais, ou alors justement, je me rends compte que c'est soit par ennui. Souvent, quand c'est chez soi, c'est plus par ennui parce qu'on a accès justement au placard à côté. Et dans ces cas-là, je sais reconnaître que c'est de l'ennui et donc que je fuis quelque chose et du coup, je m'occupe autrement. Voilà. Et si j'en ai vraiment envie, je le fais et je ne culpabilise pas. Ouais. De toute façon, je pense qu'on revient sur les conseils un petit peu, encore une fois, généraux, mais qui fonctionnent bien, c'est de comprendre effectivement pourquoi le soir. Alors, je crois que c'est Christine qui nous dit, non, c'était Agnès. Pourquoi en fait tu es amené à craquer le soir, en tout cas particulièrement le soir? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Qu'est-ce qui se passe dans tes journées qui font que le soir, tu es en relâchement total et que tu as besoin de, je sais pas quel aliment sur lequel tu craques, mais de cet aliment-là pour te sentir bien. Sachant que le plaisir, quand on craque sur un aliment, il est très, très momentané. Donc voilà, réfléchis, essaye de t'auto-questionner sur qu'est-ce qui fait que tu craques particulièrement le soir. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le fait que t'as passé ta journée à courir? Est-ce que c'est tes enfants qui t'ont peut-être un peu qui ont été tumultueux? Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à discuter avec ton mari ou ton conjoint? Est-ce que c'est un manque de discussion d'ailleurs? Est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que il y a plein de sources possibles. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression que ta vie ce n'est que travail parce que t'as pas d'autres loisirs? Moi j'aime bien, je sais pas si j'avais fait du coup 2 épisodes de podcast sur l'alimentation émotionnelle, et il y a une petite phrase que j'ai dite et que je pose beaucoup, une question que je pose beaucoup en consultation pour essayer de comprendre, c'est que les personnes qui viennent avec un souci avec l'alimentation, notamment une alimentation émotionnelle, je leur demande mais quels sont vos loisirs? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Et comment vous comblez ces plaisirs-là, en fait? Et généralement, en fait, on me répond, je mange. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire que la seule source de plaisir dans votre vie, c'est l'alimentation. Et c'est là où, en fait, il faut creuser. C'est que c'est pas normal que l'alimentation soit votre seule source de plaisir. C'est un peu comme, en tout cas, c'est pas normal et ça peut être dangereux parce que le jour où il n'y a pas d'alimentation, vous êtes complètement malheureux et perdu. C'est un peu comme le tabouret de la vie. Moi, je sais pas si vous connaissez le tabouret de la vie. C'est un tabouret qui est constitué de 3 pieds, forcément, c'est un tabouret. Le premier pied, c'est le moi. Le deuxième pied, c'est le social. Voilà, la vie sociale que je peux avoir, les rencontres que je peux faire, la famille, les amis, etc. Et le troisième pied, c'est le travail. Et si vous mettez toute votre énergie sur sur un seul pied, le jour où ce pied-là se casse, là, vous tombez complètement à la renverse. Il n'y a pas les 2 autres pieds pour essayer de rééquilibrer. Donc, c'est pareil pour les sources de plaisir dans la vie, en fait. Si vous mettez toute votre seule source de plaisir est basée sur une seule chose, derrière, ça peut être aussi dangereux. Donc, voilà.
faut essayer de comprendre aussi pourquoi. Et puis après, comme je le disais, moi, par exemple, je prends du chocolat noir le soir. J'ai absolument plus faim. Quand je mange du chocolat noir, j'ai bien mangé le soir, j'ai pas faim, mais j'ai envie de ce chocolat noir. Je le prends et basta quoi. Et tout va bien. Et je prends 2 carrés et je culpabilise pas et voilà. Donc il y a la notion de comprendre et puis après d'assumer en fait. Oui. Et puis la troisième chose, c'est essayer d'apprendre aussi à connaître qu'est-ce que l'alimentation plus nutritive pour essayer de craquer sur des choses qui sont meilleures pour notre santé aussi. Ça viendra aussi faciliter la résilience que l'on peut avoir face à notre craquage. Et c'est plus un craquage d'ailleurs, c'est quelque chose de complètement assumé, donc c'est pas un craquage. Mais craquer sur du chocolat noir plutôt que du chocolat Milka par exemple, voilà, craquer sur je sais pas moi, un yaourt végétal avec une compote de pommes que sur une danette au chocolat. Enfin, voilà, c'est pas forcément craquer sur une carotte, hein, ça peut être quelque chose de gourmand, hein, mais voilà, essayer de comprendre, de trouver des alternatives après derrière. Je l'ai vu passer Fiona de Home Yoga avec le craquage du chocolat le soir. Ah, bon, je pense que à partir du moment où on nomme quelque chose craquage, c'est qu'on l'assume pas. Et c'est là aussi qu'il y a un souci. Donc, pour moi, il y a un travail à faire en amont, la compréhension, et puis après, il y a quelque chose à faire en aval, la résilience en fait. Et le pendant, c'est comment je peux faire pour assouvir tout en me nourrissant. Voilà. Mais c'est vrai que dès qu'on dit le mot craquage, il y a une connotation de culpabilité derrière, en fait. Tout à fait. Exactement. Alors, au yoga, il faut aussi être bienveillant envers soi-même et appeler cela craquage, c'est pas le bon mot. Voilà, exactement. On se rejoint. En tout cas, c'est d'autres visions des choses, je pense. Alors, y a-t-il une autre question? Comment lâcher prise et être moins dans l'hyper-contrôle? De super gentil, je crois. Alors, comment lâcher prise et être moins dans l'hyper-contrôle? Alors, j'imagine que ça fait référence à ce qu'on disait sur contrôler un peu par rapport à ce que j'ai mangé le midi, qu'est-ce que je mange le soir ou qu'est-ce que j'ai mangé le lendemain, etc. Je sais pas si c'était par rapport à ça. T'en penses quoi, toi, Céline? T'as un avis à partager par rapport à ça? Je dirais que quand on se fait un repas plaisir ou je sais pas, une pâtisserie, vraiment en profiter, en fait. Je dis pas qu'il faut être en pleine conscience à chaque fois, comme j'avais fait le post sur la tropézienne, mais en fait vraiment apprécier le moment en fait et tout ce qui va avec, enfin tout ce qu'il y a autour, par exemple partager la pâtisserie avec une personne, le contexte en fait qui fait qu'on passe un bon moment et donc on n'est pas dans le contrôle pour après et aussi je dirais manger plus doucement aussi, prendre le temps, mastiquer, manger plus doucement et vraiment apprécier en fait ce qu'on est en train de manger plutôt que de manger super vite et du coup de pas l'apprécier à sa juste valeur. Et du coup, ça permet d'être moins dans le contrôle justement des repas d'après ou je sais pas si je suis claire. Alors, moi, oui. Je dirais prendre le temps, pas se culpabiliser et justement être dans le plaisir de ce qu'on est en train de manger et avec la personne avec qui on est ou le contexte. Et après, le corps, il se régule tout seul. Après, il aura forcément envie de plus léger. Et puis, manger des légumes ne veut pas dire que c'est triste. On peut bien assaisonner ses légumes et se faire des belles assiettes avec des légumes. Et voilà. Tout à fait. Et alors tu parlais parce que j'avais 2 idées en tête qui se sont envolées de mon esprit. Bon, la première, bon, je vais revenir à la première, mais la deuxième, c'était effectivement pour la notion d'hyper-contrôle aussi. C'est de se dire pourquoi on essaie de contrôler en fait son assiette. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un problème avec l'image qu'on a de soi, avec l'image que l'on a de son corps? Parce que finalement, que vient assouvir cette envie d'hyper contrôle et de vouloir tout contrôler? Est-ce que c'est une crainte de grossir, par exemple? Voilà, appelons un chat un chat. Souvent, ce sont des choses qui reviennent beaucoup, notamment
chez les femmes? Est-ce que la peur de grossir, de voir son corps se transformer, ne pas correspondre à l'image d'une femme belle, entre guillemets, que l'on voit souvent, le stéréotype de la femme, est-ce que c'est ça en fait qui nous pousse à vouloir absolument hyper contrôler notre alimentation? Et si c'est ça, hein, c'est une question que je lance comme une bouteille à la mer. Ouais, dans ce cas, le travail à faire, il n'est pas sur l'alimentation, il est d'abord sur l'image que l'on a de son corps et de l'amour que l'on porte à son corps. Et ça, c'est une vaste question, mais c'est vraiment le nerf de la guerre à mon sens. Parce que ensuite, derrière, quand on apprend à aimer son corps, avec sa cellulite, ses petites rondeurs, à partir du moment où on est en bonne santé, encore une fois, hein, parce que manger sain, c'est pas l'optique de vouloir maigrir et d'avoir un corps dit idéal, c'est vouloir juste avoir un corps qui soit fonctionnel, qui ne soit pas un terrain propice à laisser se développer des maladies, etc. Mais ça, ce corps-là, il peut être en bonne santé avec de la cellulite, un peu de gras sur le ventre. Enfin, après, il y a tout un tas de choses aussi qui vont faire que on va plus ou moins stocker sur les fesses, sur les cuisses, sur le ventre avec les hormones, etc. Donc, c'est aussi apprendre à accepter que on est un peu plus gonflé là, que on a des bonnes joues parce que c'est aussi notre constitution. Hein. Je vous renvoie vers les profils naturopathiques, les constitutions, etc., où on a chacun aussi une morphologie, hein, en fonction de son terrain, de son profil, on a une morphologie, une stature, une ossature. Donc voilà, apprendre aussi à se trouver belle, en fait, eh bien, permettrait, je pense, d'être moins dans l'hyper-contrôle derrière. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est l'hyper-contrôle. Si c'est le cas chez vous, c'est est-ce qu'elle est uniquement sur l'alimentation? Ou est-ce qu'elle est sur votre vie en général? J'hyper-contrôle ma to-do list, toutes les choses que j'ai à faire. Voilà. Généralement, en fait, c'est un trait de caractère aussi. Alors, qui dit trait de caractère ne veut pas dire que c'est irréversible et fataliste, mais c'est quelque chose qu'on a pu développer par peur pour peut-être limiter des situations stressantes. Donc après, on peut aller chercher très très loin les choses, hein. Mais généralement, l'hyper-contrôle, quand elle est présente chez quelqu'un, elle n'est pas uniquement présente sur le volet de l'alimentation. Elle est présente un peu ailleurs. Voilà. Bon, je ne sais pas si on aura répondu vraiment à la question, mais en tout cas, voilà, c'est complexe aussi. Alors, Christine qui nous dit comment ne pas l'appeler craquage. Ah oui. Comment ne pas l'appeler craquage? Tout simplement une envie qu'on assouvit en fait. Ah, une envie, voilà. Je sais pas, tu aurais un autre mot? Oui. Ça bug? Ah oui, non, c'est bon. Je te voyais plus, mais je te revois. Alors, home yoga, voilà exactement, on est liés. C'est comme tu le nommes et comme tu le vis en fait. Ouais. Alors, naturel, il faut savoir se faire plaisir aussi sans culpabiliser. Tout à fait, c'est bon les légumes. Oui, c'est bon les légumes. Tout dépend comment on les assaisonne, tout simplement. Les légumes de saison. Alors, Françoise qui nous dit « Apprendre à s'aimer avant tout, de toute façon, belle ou pas, tout le monde vieillit. » Et même la vieillesse est belle. Hein. Tout est dans la tête. Alors, naturel, être bien dans sa peau, épanoui dans sa vie pro et perso, ça impacte énormément. Ma reconversion pro m'a permis de changer mon rapport avec mon assiette. Tout est lié. Et oui, effectivement, c'est pour ça que c'est un sujet vague vague et vaste plutôt, et que souvent quand on est sujette à l'alimentation émotionnelle et même des TCA, c'est limite quelque chose à côté, quoi. Il y a un mal-être quelque part, en fait. Ouais, limite l'assiette, c'est quasiment la dernière chose à laquelle il faut s'intéresser. Home yoga, je dois retourner au travail. Bon après-midi, bon courage. Moi, j'avais une petite question par rapport. Alors, tu as dit que tu voulais éventuellement encore faire ton mémoire sur l'alimentation émotionnelle. Pourquoi? Parce que derrière, tu envisages d'accompagner de manière très spécifique sur ce sujet-là? Alors, pour l'instant, j'ai pas choisi de sujet spécifique après ma formation. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de choses intéressantes en naturo et je sais pas
vers laquelle me spécifier. Mais c'est un sujet qui me parle bien. C'est un sujet, oui, c'est le sujet sur lequel j'aimerais faire mon mémoire et donc accompagner déjà plusieurs personnes à ce sujet-là. Ok. Et tu as déjà des pistes en tête sur la manière d'accompagner justement des personnes qui sont sujettes à l'alimentation émotionnelle et qui voudraient s'en libérer? Je pense que ça va dépendre des personnes en fait, parce qu'elles n'auront pas toutes la même. C'est tellement du cas par cas que pour le coup, Mm. j'ai des idées, mais ça sera adapté en fonction des personnes. Et il y Ouais. aura aussi un peu la gestion du stress qui va avec. Si les personnes sont stressées à côté, et forcément, on n'amènera pas ça de la même manière. Mm. Ouais. Et je pense que c'est important si vous souhaitez, si vous avez l'envie de travailler sur le sujet, effectivement de trouver, comme je disais en début de live, le ou plutôt même les thérapeutes qui pourront bien se compléter entre eux pour vous accompagner. Parce que pour moi, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire, soit pluridisciplinaire euh, qui est assumée par la même personne. Par exemple, je peux prendre le cas de la naturopathie et de la réflexologie, puisque finalement, la réflexologie peut être aussi quelque chose de complémentaire, mais après aussi peut-être un accompagnement plus psychologique, je sais pas moi, je pense à la kinésiologie qui peut aussi libérer des émotions, l'EFT aussi, tu as fait un post sur ça qui est aussi une technique de libération émotionnelle. Voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi, mais on n'y pense pas, mais l'ostéopathie aussi permet de débloquer des choses. Enfin, voilà, il y a plein d'approches qui sont très complémentaires entre elles. Après, c'est vrai que peut-être que la naturopathe, les petits clins d'œil aussi à Lorraine que j'ai vu nous rejoindre sur le live et l'Ayurveda, qui sont plus des approches donc de santé naturelle un peu plus globales, vont peut-être derrière vous permettre de vous rediriger ou de vous conseiller d'autres types d'approches. C'est vrai qu'on peut dire, mais ok, bon, il y a plein de choses, on me dit que tout est lié, mais par où je commence? Donc c'est vrai que là où ce qui peut être intéressant, c'est que peut-être d'aller voir une naturopathe qui s'est un petit peu spécialisée dans l'alimentation émotionnelle ou une praticienne en Ayurveda par exemple ou de une médecine chinoise va peut-être avoir cette vision un peu plus globale pour vous permettre derrière de vous aiguiller en fonction de ce qu'elle aura compris de votre situation de vie, vous aiguiller vers d'autres types de thérapeutes pour vous créer votre protocole, on va dire, sur mesure. Après, il peut y avoir un soutien par les huiles essentielles, les fleurs de bac. J'en avais parlé sur mon épisode de podcast. Il y a des huiles essentielles sur le moment qui peuvent être assez intéressantes pour essayer de peut-être calmer cette envie très compulsive. Comment? Le citron. Oui, les agrumes, les huiles essentielles d'agrumes sont généralement assez efficaces pour ça. Mais encore une fois, finalement, il faut aussi voir les fleurs de bac ou les huiles essentielles comme une approche symptomatique. Certes, symptomatique naturelle, mais symptomatique. Donc, on va prendre de l'huile essentielle de citron parce que on a une envie de craquage, une envie que l'on souhaite pas compulsive et qu'on veut finalement la réfréner et on va sentir cette huile-là et puis on va se dire ok c'est bon. Mais si c'est répété, derrière il faut aussi se poser la question de pourquoi en fait. Parce que en fait tant qu'on n'aura pas éradiqué la chose à la racine, ça va revenir. C'est comme une mauvaise herbe. La même chose. On l'enlève, on a beau mettre un répulsif, un désherbant, mais ça revient tout le temps. Ça pousse entre les dalles, de terrasse. Voilà, je suis très maison en ce moment. Ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Tu avais d'autres choses à rajouter, toi, Céline? Des choses que tu voulais partager en particulier? Non. Bon. Tu en es où, ta formation, justement? J'en suis où dans ma formation? Ouais. Là, j'en suis aux fleurs de bac, justement. Et j'ai vu les huiles essentielles et la phytothérapie. Donc après, ça va être les accompagnements spécifiques et l'installation professionnelle et le mémoire. Du coup, c'est une fin de formation, tu présumes à quelle période? Normalement, enfin en janvier. J'ai ma date de soutenance en janvier. Bon, ça approche tranquillement. Et le mémoire, ça va prendre du temps, donc Ouais. logiquement, voilà.
Bon, on pourra éventuellement faire un autre live quand tu auras fini le mémoire. Si tu as fait le mémoire sur l'alimentation émotionnelle, comme ça, on viendra peut-être compléter celui-ci avec toutes tes recherches et j'imagine les choses que tu vas aussi découvrir pour la confection de ce mémoire. Ok. Alors, si vous avez d'autres petites questions, n'hésitez pas à nous les poser le temps de la conclusion. Sinon, au pire, je vais mettre le live, si tout va bien, en replay. Donc, vous aurez l'opportunité de regarder ou de laisser des commentaires a posteriori s'il y a des questions qui vous viennent à froid. En tout cas, merci beaucoup, Céline, d'avoir relevé de nouveau ce challenge du live. Merci à toi de m'avoir sorti de ma zone de confort. C'est toujours un plaisir de discuter avec d'autres personnes et toujours un plaisir de discuter avec toi en particulier aussi. Partager. Donc, j'attends d'ailleurs toujours ta proposition pour intervenir sur le podcast. Podcast, oui, c'est vrai. Fun fact pour moi, c'est que je ne sais pas faire de clin d'œil, d'ailleurs. Ça, c'est le mieux que je puisse faire. Oui, faut trouver un sujet. Il y en a, mais faut juste définir le sujet plutôt. Ouais, tout simplement. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres commentaires qui sont arrivés. Alors, Naturel qui dit que les fleurs de bac lui ont beaucoup aidé, effectivement. Il faut savoir ensuite sur quelle émotion travailler pour avoir les fleurs de bac les plus adéquates. Lilou, oh là là, qui nous dit merci à vous, merci à toi. Et si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour justement faire 3 séances de naturopathie sur le sujet de l'alimentation émotionnelle qui seront dans mon mémoire, voilà, vous pouvez m'envoyer un message. Il me manque 1 ou 2 personnes normalement. D'accord. Donc annonce à toutes celles, vous pouvez contacter Asanaturo, donc Céline, pour ça. Alors François nous dit, serait-il judicieux aussi de parler des accompagnants souvent impuissants? Ah, j'imagine que tu parles des personnes qui peut-être côtoient d'autres personnes sujet à l'alimentation émotionnelle, par exemple. Je ne sais pas si c'est ça dont tu parles. Alors, Agnès, merci à vous deux. De bons conseils. Je teste les fleurs de bac positives. Merci les filles, c'était top. Bon, écoutez, merci beaucoup à vous aussi de votre participation. C'était très interactif. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est toujours plus sympa d'être à deux et encore plus d'ailleurs. Il y a pas mal de commentaires et de questions, donc c'est cool. Ouais. Donc, on voit que c'est un sujet qui touche beaucoup. Donc, on pourra refaire d'autres lives sur si vous avez des questions en particulier. N'hésitez pas à nous les poser, comme ça peut-être qu'on pourra faire un énième live. Sinon, on se donne rendez-vous pour la fin de ton mémoire, en tout cas. Je garde ça en tête. Ok, merci à toi et merci à tout le monde. Très bonne journée à tout le monde et puis à très vite. À bientôt. À bientôt.